Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler piano. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais Ikea a dans le passé vendu des pianos et même des chaînes hi-fi et ça a été une catastrophe industrielle. Alors je vais vous raconter cette histoire, mais auparavant, comme d'habitude, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. C'est extrêmement important pour moi pour aider cette chaîne à se développer et surtout à se référencer auprès des algorithmes YouTube. Merci par avance à tous ceux qui le feront. Avant d'entrer dans les détails de cette histoire de piano Ikea, laissez-moi vous resituer le contexte de la société suédoise des années 60. Alors, dans les années 60, la Suède entre dans une période de transformation sociale très profonde. Sur le plan démographique, le pays connaît un baby-boom. La population augmente très rapidement, les familles s'agrandissent et les besoins en logement explosent. Pour répondre à cette pression, l'État lance le célèbre programme du million en 1965, avec pour objectif de construire 1 million de logements en 10 ans. Ce vaste projet donne naissance à des quartiers modernes, fonctionnels, souvent en périphérie des grandes villes, où la classe moyenne trouve un nouveau confort et peut accéder à la propriété. Et bien justement, cette classe moyenne est en pleine expansion. Elle regroupe des enseignants, des techniciens, des employés du secteur public, très souvent issus des milieux ouvriers. Grâce à l'accès élargi à l'éducation et aux politiques sociales, elle gagne en stabilité et en pouvoir d'achat. Le mobilier scandinave, les appareils électroménagers, les loisirs culturels deviennent enfin accessibles. Et le salon devient un espace de vie et non plus seulement un espace de réception. Un autre changement majeur va concerner le rôle des femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses à rentrer sur le marché du travail, elles quittent progressivement le modèle traditionnel de la mère au foyer, et l'État accompagne cette évolution avec des crèches publiques, des congés parentaux et des politiques d'égalité salariale. Les femmes travaillent dans l'enseignement, la santé, l'administration et participent activement à la modernisation du pays. Alors tous ces changements qui bouleversent la société suédoise vont profiter à Ikea, qui va s'inscrire vraiment et être en phase avec la société suédoise des années 60. Si vous avez suivi ma vidéo sur l'histoire des fauteuils, vous savez qu'il y avait des gros problèmes avec les fournisseurs de meubles suédoises qui boycottaient Ikea. Ikea va répondre en délocalisant sa production et en achetant des usines de production en Pologne et va engager des équipes de designers à temps complet pour fabriquer et créer des produits exclusifs à Ikea. Le tournant majeur vient avec l'introduction du meuble en kit, cette idée révolutionnaire qui permet de réduire les coûts de production et de transport. Les clients montent eux-mêmes leurs meubles, ce qui rend les prix plus abordables et une réponse vraiment directe aux besoins de la classe moyenne suédoise, alors en plein essor, grâce à l'urbanisation et du programme du million. En 1965, Ikea ouvre seulement son deuxième magasin, mais le plus grand des magasins, à Kugenskurva, dans la banlieue de Stockholm. Et ce n'est pas juste un simple point de vente, c'est une expérience immersive. Pour la première fois, les meubles sont présentés dans des pièces reconstituées, comme à la maison. Les clients peuvent tester, toucher, s'inspirer. Le magasin devient alors une destination familiale avec le restaurant et l'aire de jeu. Et c'est complètement novateur pour l'époque. Et c'est dans cette décennie que Ikea va vraiment affirmer son identité avec ce design épuré, inspiré du style scandinave, des matériaux très simples, etc., etc. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire d'Ikea ici. À la fin des années 60, Ikea va posséder 5 magasins en Suède, un magasin en Norvège et ouvre son premier magasin au Danemark. Dans les années 60, le salon occupe une place centrale dans la maison, mais sa fonction est bien différente de celle qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est avant tout un espace formel de réception et réservé pour les moments choisis. On y accueille les invités, on y écoute la radio, on y regarde un peu la télévision, et encore, la télévision est très discrète, souvent encastrée dans un meuble, mais surtout, on n'y mange pas, on n'y joue pas. Et le mobilier va refléter cette ambiance, ce sont des fauteuils en velours, des tables basses en teck, des buffets en bois clair, et très souvent un piano droit pour les classes moyennes et supérieures. Et ça, c'est important. Et contrairement à la salle à manger qui est le lieu du quotidien et des repas familiaux, le salon, c'est un espace de représentation. C'est là où vraiment où on va se montrer, on va y passer du temps en fin de journée, habillé correctement pour lire, discuter, écouter de la musique. C'est un lieu où on montre son sens du style, son respect des conventions
et parfois, et même souvent, son statut social, et c'est vraiment très important pour cette nouvelle classe moyenne émergente. On est en 1968 et Eric Anderson, un accordeur de piano de Malmö, contacte Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, pour lui dire qu'IKEA devrait se lancer dans l'importation et la vente de pianos, de plus en plus populaires dans les foyers suédois de l'époque, comme on vient de le voir. Il lui explique que les acheteurs de pianos d'aujourd'hui accordent de plus en plus d'importance aux valeurs esthétiques de l'instrument, l'apparence, la forme, la taille, plutôt qu'à la sonorité, à la qualité et même à la façon dont il est joué. D'après sa propre expérience, environ 70% des primo-accédants souhaitent un piano qui soit en harmonie avec leur style d'ameublement. Selon Eric Anderson, IKEA pourrait proposer des pianos assortis au mobilier des clients et pouvoir ainsi conquérir une part de marché considérable, ce qui représenterait 9 000 à 10 000 pianos par an en Suède et un marché de l'ordre de 4,5 millions d'euros de l'époque. Eric Anderson est embauché chez IKEA et développe cette activité piano. Et c'est ainsi qu'en 1970, IKEA commence à commercialiser des pianos de différentes couleurs pour pouvoir répondre à ce besoin. Ces pianos, appelés Ren, coûtaient environ 3200 couronnes, soit l'équivalent aujourd'hui de pratiquement 500 euros. Il y avait plusieurs modèles, plusieurs coloris, et même des pianos électroniques. Ils étaient importés de la société britannique Campbell. Mais Eric Anderson, il avait de très bons contacts dans le secteur du piano. Il savait qu'on pouvait également trouver des pianos à des prix très raisonnables, encore moins chers, au Japon. Super, pense alors Ikea, qui passe une énorme commande de pianos depuis le Japon. Mais c'est un long voyage qui va depuis le Japon vers la Suède en bateau, en container, et malheureusement, les pianos n'ont pas survécu à la traversée. Les joints des cols se sont détachés, et tous les pianos arrivaient en lambeaux en Suède, et ont fini immédiatement à la casse. Les pianos, par contre, arrivés d'Angleterre, ils ont eux survécu à la traversée de la mer du Nord, mais une fois arrivés dans les magasins, un autre problème se posa. Comment les clients pouvaient-ils les faire parvenir chez eux? Les pianos étaient évidemment montés d'une pièce, très lourds, ne pouvaient pas être démontés et ne pouvaient pas être transportés dans le coffre d'une voiture. Ça a posé d'énormes problèmes de logistique, d'énormes problèmes de livraison. Encore une fois, dans les années 60, début des années 70, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions de livraison qu'aujourd'hui. Donc ça a été un énorme fiasco en termes de vente, et très vite, la fabrication de pianos fut abandonnée. IKEA n'a jamais gagné le moindre argent avec ses pianos, on a même perdu énormément, mais c'était vraiment typique d'IKEA de s'appliquer dans quelque chose d'aussi différent. Eric Anderson ne s'est pas laissé décourager, il n'a pas du tout été viré pour ça, et il a continué à travailler et développer deux produits, notamment l'étagère Sten, et puis la cuisine System 210, qui était une révolution, et qui était vraiment la première des cuisines en kit, qui est finalement l'ancêtre des cuisines Factum et méthode d'aujourd'hui. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'ai pris énormément de plaisir à travailler, à faire ces recherches d'archives sur la société suédoise et puis à vous raconter cette histoire qui est finalement très peu connue. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Je vous en remercie par avance. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Là, on reviendra dans l'actualité avec la présentation des nouveautés d'octobre. D'ici là, portez-vous bien.